Nous allons commencer par ce qui vous caractérise vous, votre situation personnelle. Alors, quels sont vos principes, vos valeurs, vos croyances, vos peurs? Parce que, nous l'avions vu, le burn-out parental se base en premier lieu, nous le verrons d'ailleurs dans les différents stades du burn-out parental, il se fonde sur un idéal parental. Bien sûr, il y a une réalité qui est la vôtre, mais souvent, le parent burn-out parental veut très bien faire. Il veut plus que bien faire en tant que parent. Il veut être un très bon parent, un excellent parent. Et en général, évidemment, cela fait écho à son histoire, c'est-à-dire que l'objectif est soit d'imiter des parents que l'on a eus qui ont été très aimants, très présents, ou au contraire, l'objectif est justement de ne pas reproduire ce que l'on a vécu enfant, de tenter de réparer hein, ce que l'on a connu. Si le parent était peu aimant, d'être justement aimant, très présent, de jouer avec, etc. D'être responsable si le parent ne l'était pas, et ainsi de suite. Mais il y a une réaction en lien avec ce qu'on a vécu. Ça peut être l'imitation ou au contraire la transformation. Il peut y avoir également des standards assez élevés qui peuvent être d'ailleurs éducatifs, c'est-à-dire que l'on a reçu une éducation où l'on vous poussait à donner le meilleur de vous-même, en vous inscrivant dans un club de sport, en faisant des compétitions, en décrochant des diplômes, en ayant les meilleures notes, quel que soit le niveau d'études, etc. Alors les standards que vous vous êtes fixés sont probablement très élevés, probablement un petit peu rigides et irréalistes dans le sens où si l'on veut respecter toutes les injonctions dont nous avons parlé au tout début de la formation, eh bien, d'une part, ce ne sera pas possible, ce sera inaccessible, mais le parent, justement idéaliste, ne va pas le penser. Il va penser que justement, l'on se doit, c'est une question de bien-être de l'enfant. Je veux protéger l'enfant, je veux l'aimer, je veux être un bon parent, donc je peux y arriver. D'autre part, le parent burn-out parental, s'il est très souvent perfectionniste, du moins dans ce domaine de vie, de la parentalité, euh, il a souvent réussi beaucoup de choses dans sa vie. Et donc pense que cela est possible. S'il a réussi dans son travail, ou dans son couple, ou dans le domaine culturel, etc., pourquoi ne réussirait-il pas finalement dans le domaine de la parentalité? Le problème, c'est que la parentalité ne dépend plus que de lui. C'est une interaction avec un être, ou des êtres, dans un cadre familial, un système changeant, et l'on ne peut pas contrôler tout un système, pas durablement. D'autre part, il y a peut-être une confusion entre réussite parentale, vous êtes fixé un objectif assez élevé de parentalité parce que vous avez compris ou appris ou déduit que votre valeur personnelle était corrélée à vos réussites. Souvent, euh, l'enfant parentifié, par exemple, ou l'enfant qui a eu des parents qui exigeaient beaucoup de lui-même. Donc, ces enfants qui ont essayé de réussir dans de nombreux domaines se sont dit, bon, eh bien, si j'ai réussi, c'est que je vaux quelque chose. Ceux qui ne réussissent pas ne valent rien, sont fainéants, etc. Et il y a peut-être tout un système de croyances autour de cela. Mais donc, réussir en tant que parent, ça devient crucial, vital, parce que cela signifie que l'on vaut quelque chose en tant qu'être humain. Or, nous ne sommes évidemment pas, notre valeur ne se situe pas euh, euh, au niveau de notre réussite, quel que soit le domaine de notre vie. C'est plus que cela. Mais le parent, lui, le pense en burn-out parental. D'autre part, voulant faire de son mieux, le mieux possible en tant que parent, il se surresponsabilise, c'est-à-dire qu'il veut tout faire parfaitement, et donc il va s'attribuer des tâches qui ne sont pas forcément requises. Il va falloir surveiller l'enfant, même lorsqu'il dort, même lorsqu'il joue et qu'il se sent bien, il va falloir rester dans la même pièce, il va falloir... Je ne parle pas du petit bébé, mais par exemple le plus grand. Donc s'attribuer une responsabilité qui est probablement excessive et qui donc va fatiguer, va stresser, surtout fatiguer le parent. Il y a aussi un paradoxe, étant souvent donc euh,
perfectionniste, le parent en burn-out parental est paradoxal parce que il veut tout faire parfaitement, tout seul. Et donc, évidemment, quand il en a besoin, il ne sait plus comment faire parce que peut-être qu'il a toujours essayé d'être parfait. Et dans ce cas, c'est très difficile d'agir autrement que ce que l'on a appris à faire. Hein, si tout au long de sa vie, l'on apprend à faire tout seul, à être extrêmement responsable, l'on a beaucoup de mal à demander de l'aide, c'est beaucoup moins évident, hein, beaucoup moins spontané chez le parent en burn-out parental. Du coup, pareillement, si l'on a dit à tous ses proches, je veux être une mère, un père extraordinaire, moi je ferai ça, je ne ferai surtout pas ça, comme toi, etc., eh bien, il est difficile de revenir dessus, d'avouer que l'on rencontre des difficultés et de demander de l'aide, alors qu'on en a besoin. Donc ça, c'est un facteur limitant. Souvent, le parent en burn-out parental euh, voit se réactiver une blessure de l'enfance lorsqu'il devient parent. C'est aussi le cas pour les parents qui ne sont pas en burn-out parental. Il y a parfois un contraste entre l'enfant que l'on a été soi-même et l'enfant auquel on a donné naissance. Hein, il peut y avoir une forme d'incompréhension. Si l'on a appris à être extrêmement responsable, à vouloir pour probablement se faire aimer du parent, pour faire plaisir à son parent ou à ses parents, à vouloir réussir dans différents domaines. Et lorsque l'on constate que son enfant s'en fiche, par exemple, eh bien cela peut créer un contraste qui fait naître un sentiment d'incompréhension. Hein, mon enfant ne veut même pas juste pratiquer un sport ou ne veut pas être en ma compagnie ou ne veut pas, je n'en sais rien, jouer avec d'autres camarades, et donc il y a une forme d'incompréhension, ou alors ne veut pas être autonome, et donc veut être en ma présence constamment alors que j'ai besoin d'espace, etc. Il peut y avoir aussi une forme de jalousie qui ressort hein, du passé, si l'on a été extrêmement responsable et que l'on voit que euh, l'on réagit face aux besoins de l'enfant, à ses demandes, l'on peut éprouver une forme de, non seulement d'incompréhension, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre moi qui n'ai pas eu besoin de demander, hein, de manifester une émotion, et mon enfant qui lui en manifeste énormément et me demande tout le temps. Il peut y avoir une forme de jalousie. Ah bah oui, mais moi, enfant, je ne manifestais pas tout ça, et lui, il a le droit à tout ça. On peut s'en rendre compte après coup. L'enfant qui naît peut aussi réactiver un trauma, peu importe l'âge de l'enfant. Hein, il peut raviver des émotions que l'on a vécues à travers le comportement. Les enfants sont souvent des miroirs. Donc, je donnais l'exemple de l'enfant qui pleure, qui va crier, qui va demander le parent très clairement, hein, maman, je veux un moment avec toi, je veux un câlin, je veux que tu me prennes dans les bras, je veux m'asseoir sur tes genoux, etc. C'est qui va réactiver un trauma pour l'enfant qui, lui, au contraire, n'a pas pu manifester tout ça. Hein, et il est possible que cela fasse comprendre aux parents qu'il a vécu une enfance peut-être différente de celle qu'il imaginait, par exemple. De même, des schémas relationnels qui ont souvent été refoulés euh, en grandissant, ou alors complètement niés. Hein, on pensait avoir vécu une enfance ou avoir un rapport de telle nature avec un parent ou les deux parents, et finalement, on se rend compte à travers son enfant que ce n'était peut-être pas cela. Donc il y a toute une forme de réalité à laquelle on doit s'ajuster euh, qui va, euh, qui va provoquer une réaction chez le parent, qui va réactiver une blessure, que l'on le veuille ou non. Donc le fait de devenir parent, déjà, que l'on soit en burn-out parental ou non, va réactualiser des scènes que l'on a vécues, des ressentis, des affects que euh, l'on a éprouvés enfant, à travers la relation avec son bébé. Alors surtout le bébé, ça a été étudié avec le bébé, ce qu'on appelait justement Ghost in Nursery, c'est-à-dire que les petits bébés hein, font réveiller les fantômes de notre enfance. Ah, je vous mettrai encore une fois tous les liens en fin de formation, évidemment. D'autre part, il y a aussi des traits de personnalité qui amènent plus souvent un parent à connaître le burn-out parental.
Je pense notamment bien sûr au perfectionnisme vis-à-vis de l'enfant. Il peut s'agir également d'un parent qui est perfectionniste, que l'on caractérise de mm, négative, une manière négative. Donc le perfectionnisme négatif vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire que l'on essaie de faire de son mieux tout le temps, mais on considère que c'est jamais suffisant. Le perfectionnisme positif existe. Hein, c'est un perfectionnisme où l'on souhaite atteindre un but, l'on fait de son mieux et se dit bon, j'ai fait de mon mieux. Hein, c'est déjà bien. Donc ça, ce serait positif. Mais le parent burn-out parental est soit l'un, soit les deux. C'est-à-dire soit perfectionniste vis-à-vis de l'enfant, soit un perfectionnisme en général généralisé dans la vie négatif. Et il existe également 3 traits de personnalité qui prédisposeraient au burn-out parental. Beaucoup de névrosisme, euh, peu de conscienciosité et peu d'amabilité. Du moins, c'est ce que nous dit Sarah Levigourou dans The Big Five Personality Traits in Parental Burnout. Et effectivement, alors, le névrosisme, qu'est-ce que c'est précisément ça vient de l'anglais neuroticism. Il s'agit de l'instabilité émotionnelle, en fin de compte. C'est la difficulté à établir, à maintenir des relations affectives positives avec ses enfants, avec son enfant, à cause d'une sensibilité accrue au stress. On a souvent des ruminations mentales, on pense à ce qui n'a pas été, les situations sont perçues comme des menaces avec l'enfant ou sont considérées comme ingérables, je ne vais pas y arriver. Une menace, il va encore me taper par exemple. Et il y a de l'anxiété, une forme de culpabilité, une irritabilité qui sont assez récurrentes. Donc tout ça fait que la relation à l'autre devient difficile parce qu'on la voit comme menaçante. Le rôle parental, par ailleurs, est perçu de manière plus négative, avec un haut niveau de névrosisme. Le parent se dit « je ne peux pas y arriver, je n'y arrive pas maintenant ». Et je dois être un parent parfait en même temps, ce qui ne peut pas aller de pair. Alors, la conscienciosité, on pense à la méticulosité quand on dit ça, mais c'est plutôt la difficulté à offrir un environnement structuré, cohérent à son enfant. C'est-à-dire un environnement qui est planifié, organisé, avec des objectifs assez concrets, fixés. À telle heure, nous allons y aller, par exemple. Et il y a également un faible niveau d'amabilité, agreeableness en anglais, ici dans les articles. Alors ce serait la difficulté à identifier et à répondre aux besoins de son enfant. Donc si l'enfant est difficile, par exemple, le parent qui est en burn-out parental va considérer qu'il fait exprès d'avoir ce comportement désagréable. Et il ne va pas se dire qu'il est simplement fatigué, alors qu'avec un haut niveau d'amabilité, c'est ce que le parent considérerait. « Oh oui, il est fatigué, tout simplement. » Enfin, le burn-out parental révèle un certain nombre de compétences émotionnelles dites faibles, non pas parce que il y en a des fortes, mais dans le sens où elles sont peu développées, voire presque absentes. Et oui, on peut ne pas avoir appris à réguler ses émotions en tant qu'enfant, ou même à bien les réguler. Le parent, pour les réguler, doit lui apprendre à identifier son émotion. Tu ressens de la colère. Il doit lui faire comprendre ce qu'il vit, lui faire accepter un petit peu ce qu'il vit. Très bien, tu ressens de la colère, tu as le droit. Et il doit lui permettre de trouver un stratagème pour dépasser ça. Mais tout seul, on y parvient très mal, sans modèle. D'autre part, émotionnellement parlant, être perfectionniste, puisque c'est le modèle principal du parent burn-out parental, consiste à masquer ses émotions. Donc on ne peut pas dire que ce soit une compétence émotionnelle forte. Ici, c'est plutôt l'inverse. Le fait de les masquer veut dire les taire, ne pas les identifier, ne pas essayer de les comprendre et donc ne pas vouloir trouver de stratagème pour dépasser ses émotions ou du moins les accepter. Et par ailleurs, des compétences émotionnelles faibles peuvent reposer sur le fait de ne pas parvenir à mentaliser. Ça veut dire à interpréter de manière adéquate le comportement de l'autre. C'est une forme de capacité métacognitive, de se rendre compte, de se mettre à la place de l'autre.
Et effectivement, le parent ne va pas se dire: «L'enfant, est fatigué, l'enfant, n'a pas a piqué une crise lorsque je l'ai cherché, à l'école, en fait, il ne m'aime pas». Alors qu'en fait, mentaliser correspondrait, à se mettre à sa place et à se dire: «Bah, peut-être qu'il n'était pas content que je le cherche à ce moment-là parce qu'il était en train de jouer à un jeu passionnant avec ses camarades» et du coup, voilà, il a été frustré. Et non pas, «Il ne m'aime pas», on interprète tout de suite, hein, donc il ne faut pas interpréter. Il faut essayer de se mettre un peu à la place de l'autre et quand on est en burn-out parental, la relation à l'enfant étant vraiment abîmée, entamée, l'on ne veut pas. L'on ne veut pas prendre l'énergie, essayer de se mettre à la place de celui qui, nous semble-t-il, nous nuit, hein, hem, gâche notre journée, hein, on pourrait faire autre chose à la place, et cetera. L'on peut avoir très peu de stratégies, hein, très peu d'options pour ce que l'on appelle en anglais to copy, hein, le coping, c'est-à-dire pour le fait de faire face. On n'est peut-être pas habitué à trouver des solutions parce qu'effectivement, si nous n'avons pas appris à réguler nos émotions, on ne sait même pas que l'on ressent une émotion, on ne l'identifie pas, on ne la comprend pas, on ne l'accepte pas, et donc on ne va évidemment pas essayer de trouver une solution, hein, face à cette émotion. Soit on doit la taire, comme dans les anciennes générations de parents, hein, oh, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être en colère, tu es une femme, etc. Du coup, il faut intégrer ça et juste le vivre silencieusement. Or, faire face serait trouver un stratagème. Que puis-je faire dans ce cas de figure? Si je suis blessée par mon enfant, je peux peut-être essayer de m'intéresser à lui, peut-être que je peux lui demander justement ce qui ne lui a pas plu, etc. Il existe tout un tas de stratagèmes que nous étudierons par la suite. Et enfin, les compétences émotionnelles peuvent être dites faibles parce qu'il y a une mauvaise harmonisation des relations avec l'enfant. C'est ce qu'on appelle, en anglais, on trouvera dans la recherche, attunement, c'est-à-dire un ajustement qui n'est pas bon avec l'enfant. Hein, on a une réponse plutôt sensible aux émotions de l'enfant, à fleur de peau. Donc il n'y a pas une bonne harmonisation des relations, pas une bonne compréhension, hein, interpersonnelle. Voilà pour ce qui est euh, euh, de l'analyse, hein, de ce que l'on peut vivre en burn-out personnel, la manière dont on peut analyser la situation plus intimement. Maintenant, nous allons nous intéresser à la partie extérieure.